Le sujet d'aujourd'hui est assez grave. Alors déjà, partons du principe qu'on va être démonétisé, c'est ce qui se passe quand je parle de choses sérieuses. Donc j'ai deux choses à vous demander. La première, c'est du soutien en commentaire, des pouces en l'air, etc., des partages, vous connaissez. Et la deuxième, c'est de rester jusqu'à la fin parce que durant toute la vidéo, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes avec la justice au Japon. Et ensuite, je vais vous dire les choses qui peuvent vous amener potentiellement à avoir des problèmes. Justice de l'otage, enlèvement d'enfants, conditions d'incarcération, peine de mort. Bienvenue sur la chaîne de la joie et de la bonne humeur. Bonjour. J'ai essayé d'appeler 1 millier de fois, mais aucune nouvelle. Il n'était plus là. Il avait disparu depuis 5 jours. On était super inquiets pour lui. Le Français n'avait pas encore pu prendre de douche. Il n'avait vu qu'une fois son avocat, commis d'office. Ça avait l'air dur pour lui, tellement dur. Cette garde à vue, elle peut durer 72 heures. C'est très long. Et si on juge que c'est nécessaire, on peut la rallonger de 10 jours. 2 fois. Ça fait 23 jours, plus de 3 semaines de garde à vue, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que si on te poursuit pour un nouveau chef d'accusation, tu repars pour 23 jours. Par exemple, vous êtes accusé de vol. Après 23 jours, on veut vous garder encore un petit peu, et ben là on vous accuse de violence. Et ensuite, pourquoi pas de délit de fuite, etc., etc. En France et dans de nombreux pays, en comparaison, la garde à vue c'est 24 heures. Parfois, il y a une extension à 48 heures, voire un petit peu plus, mais pour que ça arrive, faut être un terroriste en fait. Et une fois que ta garde à vue est finie, bien sûr, on peut te placer en détention provisoire en attendant ton procès, et c'est comme ça que tu passes des mois en prison alors que techniquement, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce procédé durant l'affaire Carlos Ghosn. Le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté à la sortie de son avion. Accusé d'avoir minimisé ses salaires aux autorités boursières nippones, il est enfermé dans une cellule de 6 mètres carrés. En France, la garde à vue est limitée à 48 heures. Sa détention préventive au Japon durera plus de 4 mois. Peut-être qu'à l'époque, ça n'a pas posé de problème à beaucoup de monde puisque il est riche, donc c'est facile de partir du principe qu'il est coupable et qu'il le mérite, surtout qu'il est accusé de dizaines de choses, donc dans le tas, on se dit qu'il doit bien y en avoir des vrais. Mais techniquement, il peut t'arriver la même chose si tu voles un paquet de chips. Et ça c'est déjà vu. Et même d'ailleurs si tu l'as pas volé, il suffit qu'on te soupçonne de l'avoir fait. Mais le plus gros problème, c'est même pas ça, et c'est là que ça devient révoltant. Ta garde à vue, tu la passes pas à jouer aux jeux vidéo sur ton téléphone. Non, tu la passes à faire des interrogatoires qui peuvent durer jusqu'à 12 heures par jour derrière des portes fermées et sans avocat. Et on entend rarement dire que les policiers sont sympas, si vous voyez ce que je veux dire. No matter how many hours you interrogate someone per day, it's not illegal. If you want to do the interrogation from 10 a.m. to 11 p.m., then police and prosecutors will work together and take turns. And if we can't get the confession, we'll continue until we do. Et même en dehors de ces interrogatoires, les conditions de vie sont quand même assez spartiates. T'as une douche tous les 3 jours, rien pour t'occuper l'esprit, pas de contact avec ta famille ou avec l'extérieur, des lumières qui restent allumées toute la nuit. It's supposed to be a suicide prevention measure, but I'm not gonna lie, that shit made me want to fucking kill. Et aucun moyen de savoir combien de temps ça va durer. J'ai perdu 35 kilos au commissariat. Le plus dur, c'est vraiment d'attendre et d'être seul, de rien avoir à faire et de ne rien pouvoir faire. T'es dans une cellule de 6 mètres carrés et être là assis et attendre et attendre et attendre. Ce qui est dur, c'est non seulement de ne rien avoir à faire, mais c'est aussi de ne pas savoir quand ça va se finir. Pour être clair avec vous, c'est une forme de torture mentale et souvent, la meilleure façon d'y mettre fin, c'est de signer des aveux de culpabilité. I thought that if I wrote everything they told me to, they would quickly release me. To be put in that situation from morning to night, where no one is listening to you for hours, being repeatedly told the same thing. Only people that have gone through this can understand how painful it is. Il faut savoir que la liberté sous caution n'est pas possible quand tu es en garde à vue, et également que, même si tu n'as rien à te reprocher, même si ta garde à vue, elle se passe dans des conditions idéales, limite, tu kiffes ta life parce que tu te dis c'est toujours moins pire d'être en garde à vue que d'être dans les transports en commun aux heures de pointe. Et au Japon, il y a quand même de grandes chances qu'après quelques jours, tu perdes ton travail. Sérieusement, dans tous les cas, tout te pousse à signer n'importe quel papier pour en finir le plus rapidement possible. Rappelez-vous qu'à ce stade, on est potentiellement innocent et pas encore mis en examen. Donc pour résumer, c'est soit tu avoues, soit tu restes en détention. Et les aveux qui peuvent être obtenus sous la contrainte sont un gros problème au Japon, surtout que les juges te condamnent le plus souvent sur la base de ces aveux. C'est fréquent de voir des personnes passer des dizaines d'années en prison alors qu'elles étaient innocentes et qu'elles ont juste signé un putain de papier parce qu'elles ont craqué en interrogatoire. Et 20 ans après, on arrête le vrai coupable ou on fait un test ADN qui montre qu'en fait c'était le voisin, le meurtrier.
Et voilà. Shoji Sakurai spent almost 30 years in jail for a murder-robbery he didn't commit. He was also forced to confess after 5 days of intense interrogation. On appelle ça la justice de l'otage, c'est un terme japonais. Cette façon de voir choque énormément les étrangers, on y voit une violation de la présomption d'innocence et des droits de l'homme, mais ça choque aussi les Japonais, notamment les avocats, qui sont les premiers à dénoncer le système. Mais il n'y a rien qui change. Et ça, dites-vous bien que c'est juste la première étape, on a à peine commencé. À la suite de ça, on décide si tu dois comparaître ou pas devant un juge, et si la réponse est oui, tu vas en détention provisoire. Certains arrivent à avoir une liberté sous caution à ce moment-là, mais c'est pas la majorité. En attendant le procès, la détention elle peut durer encore 2 ou 3 mois. Rappelez-vous encore une fois qu'à ce stade, on n'est toujours pas coupable. Et là, tu te retrouves donc au centre de détention de Tokyo. Très bel immeuble en passant, les cellules ont l'air pas mal aussi. C'est là que Carlos Ghosn a passé plusieurs semaines, et il se trouve que c'est pas loin de chez moi. Je me demande si je vais pas aller y faire un saut d'ailleurs. C'est un immeuble classique, hein, ça a l'air de tout sauf d'une prison finalement. Une chose qui fait peur au Japon, c'est que plus de 99% des procès finissent par un verdict de culpabilité. Entre 99,3 et 99,7 pour être plus précis, ça dépend des années. C'est pour ça que officiellement Carlos Ghosn s'est enfui du Japon et disait que s'il se retrouvait devant un juge japonais, même avec les meilleurs avocats du monde, il était certain d'être coupable. Et cependant, quand de l'autre côté ils vous disent que le taux de conviction au Japon est de 99,4%, 99,4% de gens sont condamnés, il vous reste 0,6% de chance. Alors ça c'est en moyenne, et la façon dont ils traitent les étrangers, moi je suis persuadé que pour les étrangers c'est pas 99,4%, c'est bien plus élevé. Et c'est pas faux, hein. Si on enlève les vices de forme et les vices de procédure, t'as quasiment 100% de chance qu'un juge te déclare coupable. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, c'est dur de synthétiser, mais l'élément principal c'est qu'un procureur ne t'envoie devant un juge que s'il est certain que tu vas être condamné. Soit c'est parce qu'il a pas envie de perdre, soit c'est parce qu'il a pas envie de perdre son temps. Quand une infraction est commise, le procureur doit ouvrir une procédure pénale et mener l'enquête. Et ensuite, s'il estime que l'infraction est réalisée, il doit rédiger ce qu'on appelle un acte d'accusation pour le transmettre au tribunal. En fait, comme il n'y a pas de jury au Japon, les procureurs, ils savent avec l'expérience comment va se finir un procès avant même qu'il commence. Donc en fait, c'est eux qui déterminent si t'es coupable ou non, et pas le juge. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Mais faites attention à un truc, on fait souvent le raccourci en disant que 99% des personnes qui sont arrêtées au Japon sont déclarées coupables. Mais absolument pas, c'est 99% qui sont jugés qui finissent coupables. Ça n'a rien à voir. Concrètement, déjà si on t'arrête pour un délit mineur et que c'est ta première fois, dans à peu près 30% des cas, la police elle va te relâcher avec un simple avertissement. Ce qui reste passe en garde à vue, et là, le procureur il envoie seulement 37% des personnes devant le juge. Encore une fois, ça dépend des années, mais c'est à peu près 2/3 des personnes en garde à vue qui ne vont pas devant le juge. Donc au total, c'est juste une personne sur 4 qui est arrêtée, qui passe au tribunal, et là, oui, effectivement, 99,4% sont condamnés. Et sont condamnés pas forcément à la prison, ça peut être une amende, ça peut être du sursis, etc. Donc n'imaginez pas que si vous êtes arrêté pour quelque chose au Japon, vous avez 100% de chance de finir en prison. Étant étranger, vous avez quand même de plus grandes chances de passer en garde à vue, voire en préventive, mais ça, on va y revenir plus tard. En 2021, au Japon, 37 personnes sur 100 000 étaient en prison. C'est extrêmement peu, et c'est en baisse. En 2016, on était à 45 personnes pour 100 000 habitants. Et en comparaison, cette même année aux États-Unis, toujours pour 100 000 personnes, on était à 666 détenus. Ça s'invente pas. Et en France, à 103. Pour vous situer un petit peu, les États-Unis, c'est tout en haut de la liste. La France, c'est à peu près dans la moyenne. Et le Japon, c'est tout en bas. Pour aller plus bas, il faut vraiment aller au Vatican, en fait. Donc, il n'y a pas une très grande population carcérale au Japon. Et par voie de conséquence, les conditions de détention sont certainement pas les pires au monde. Suite à l'affaire Carlos Ghosn, justement, et même avant aussi, hein, les prisons japonaises ont ouvert leurs portes aux journalistes pour montrer les conditions de détention des prisonniers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est incroyable de propreté, de silence et d'organisation. La nourriture est équilibrée et généralement, on est dans des cellules individuelles. Et il n'y a pas de problème de sécurité, les gardes sont même pas armés. Il n'y a pratiquement aucun cas de violence. Et on n'est pas armés. Nous, les gardes, nous faisons des arts martiaux pour pouvoir nous défendre en cas de problème. Pour avoir regardé toute la série Prison Break, je peux vous dire que ça a l'air bien pire aux États-Unis et au Panama. Et ça a l'air tellement cool qu'il y a même des seniors japonais qui par exemple n'ont pas assez de retraite ou se sentent trop isolés, qui commettent des délits volontairement pour finir leur jour en prison plutôt que chez eux à manger des nouilles instantanées ou alors dans la rue.
ね、金品が手に入ってラッキー。だけど見つかったら3食ご飯が用意されて、で冷暖房も完備で、下手な老人ホームに入るよりもしっかり体調管理もしてもらえるわけですよね。Mais bien sûr, et vous vous en doutez peut-être, ça n'est pas aussi sympathique que ça en a l'air. La prison japonaise, c'est même tout le contraire. Le problème, ça n'est pas la prison elle-même, mais plutôt son fonctionnement et son règlement. Pour utiliser une serviette pour s'essuyer l'été, quand il fait chaud, vous avez besoin d'une permission spéciale. Il y a un moment pour ça, et quand ce moment est déclaré terminé, il faut s'arrêter. La règle générale dans une prison japonaise, c'est que toutes tes actions dans la journée sont décidées à l'avance, encadrées, chronométrées. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de marcher dans ta cellule, t'as pas le droit de toucher les murs, tu peux sortir à l'air libre seulement 30 minutes par jour et encore pas le week-end, et même ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de manger, tout est réglementé, tu n'as aucune liberté. Pas le droit de parler, pas le droit de siffler ou de faire quoi que ce soit. Pas le droit évidemment de taper sur les murs, de faire de la musique ou quoi que ce soit. Juste le droit donc de rester là, d'être assis, de lire ou d'écrire. Vous allez peut-être vous dire que c'est fait pour ça, mais au Japon, la prison, c'est vraiment pour te punir. Tu perds tes droits quand tu es à l'intérieur, et encore une fois, c'est tellement extrême que beaucoup assimilent ça à une forme de torture mentale. Et dites-vous bien que c'est encore pire si tu es condamné à mort. Oui, la peine de mort existe au Japon, comme dans pas mal de pays encore. Et on a appris ce matin l'exécution au Japon de 3 condamnés à mort, une première depuis 2019. On est loin de la Chine, hein, où par exemple on exécute des milliers de personnes par an, on n'a même pas de chiffres tellement c'est abusé. Au Japon, la moyenne c'est 6 exécutions par an, et uniquement des meurtriers. Entre 1993 et 2021, on constate que 100% des gagnants auront tenté leur chance. On constate que 100% des condamnés à mort c'était pour meurtre, et souvent même pour des meurtres multiples. C'est la pendaison qui a été choisie comme méthode d'exécution, comme on avait en France au XVIIIe siècle, hein, entre autres, puisqu'on avait aussi la décapitation à la hache, le bûcher, l'écartèlement, l'huile bouillante, et j'en passe, mais ça c'était avant bien sûr qu'on devienne civilisé et qu'on invente la guillotine. Alors attention, on n'est pas des barbares non plus, c'est pas la pendaison des cow-boys où on te soulève comme ça à un arbre et tu suffoques en te dandinant comme ça. Non, ici on parle de pendaison long drop, comme on dit dans le petit jargon des bourreaux, finalement, aussi connu sous le nom de pendaison à la Game of Thrones. Tu tombes comme ça à travers une trappe, et sous le choc, ça te brise la nuque, et c'est fini. Il faut bien placer la corde derrière l'oreille ou contre la mâchoire du condamné, et calculer correctement la taille de la corde. Trop courte, le pendu s'asphyxie comme dans une pendaison à l'ancienne. Trop longue, le poids du condamné lui arrache la tête. Seuls 10% des Japonais sont contre la peine de mort, donc ça peut durer encore très longtemps. Mais le pire, au Japon, ce qui rend le système encore plus critiqué qu'ailleurs, c'est que quand tu rentres dans le couloir de la mort, chaque jour, tu te réveilles sans savoir si c'est ton dernier jour ou pas. Pareil, hein, c'est une forme de torture mentale. Chaque matin, tu écoutes le bruit des pas des gardes dans le couloir, et si par malheur, ils s'arrêtent devant ta porte, ça veut dire que tu n'as plus que 2 heures à vivre. T'as juste le temps d'écrire une lettre d'adieu, de voir un prêtre bouddhiste et de manger un dernier repas de ton choix. Ça doit être très difficile de l'apprécier dans ces conditions, et même ta famille apprend ta mort uniquement le lendemain. Cela permet à l'État d'éviter des manifestations devant les prisons, de nouvelles procédures judiciaires. Comme toujours, on place l'intérêt du groupe devant celui des individus, notamment si ce sont des condamnés à mort. Les détenus peuvent attendre 10 ans, 20 ans, voire plus dans ces conditions. Certains ont été relâchés parce que justement emprisonnés à tort à cause d'aveux forcés, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, et on s'est rendu compte à la sortie qu'ils étaient logiquement devenus fous. Tout simplement. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de gens qui potentiellement ont violé, torturé, tué des enfants. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Je ne sais pas. Je vous rapporte des faits. Je ne vais pas non plus m'imposer cette torture mentale qui est de réfléchir et d'avoir mon avis sur la situation. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Je suis pas là pour vous parler uniquement des mauvais côtés. Je suis obligé de constater quand même que quelles que soient les critiques qu'on peut faire au sujet de la justice japonaise, le résultat n'est pas si mauvais. Je m'explique. Vous le savez parce que tout le monde le dit, moi le premier, le Japon est un pays très sûr, dans lequel une fille peut marcher seule la nuit en mini-jupe et elle sera pas inquiétée, et les enfants peuvent aller à l'école tout seuls dès l'âge de 6 ans, que ce soit à pied, en bus ou en train. Je dis pas qu'il arrive jamais rien, mais on vit quand même ici dans une certaine tranquillité d'esprit qu'on retrouve pas dans beaucoup d'endroits du monde. Est-ce que ceci est le résultat du système judiciaire? C'est dur à dire avec certitude, mais je ne pense pas. Il faut prendre en compte les aspects culturels, la situation économique du pays, le système éducatif, la politique sur la drogue, les armes à feu, qui sont presque inexistantes. While more than 8,500 people were killed by guns in the US,
In Japan, the number was 8. Je suis d'accord pour dire qu'au Japon, en cas d'attaque de zombies, on est baisé parce qu'on peut pas se défendre, mais en attendant que ça arrive, on est quand même plus à l'abri des crimes violents. Certains diront aussi que la politique d'immigration joue beaucoup, donc oui, le système judiciaire contribue certainement à rendre le Japon plus sûr, mais je suis certain qu'on pourrait beaucoup le modifier sans que ça remette en cause la sécurité dans les rues. Le truc, c'est que, je vous l'avais déjà dit, quand on a quelque chose de bien, c'est dur de vouloir quelque chose de mieux. C'est toujours le problème au Japon. Techniquement, là, on est tranquille dans les rues, il n'y a pas beaucoup de vols, il y a très peu de violence. Pourquoi on changerait un système qui marche ? Vous l'avez, je pense, beaucoup vu dans les médias ces dernières années, et on m'en parle très régulièrement. Il y a pas mal de Français qui se retrouvent en conflit avec la justice japonaise sans avoir rien fait de mal, tout simplement parce qu'ils veulent voir leur propre enfant. Au Japon, et c'est très très bizarre, il n'y a pas d'autorité parentale conjointe qui est reconnue, et même en cas de divorce, il n'y a pas de garde partagée. Et si ça se passe mal dans un couple, il arrive que la femme parte avec les enfants et empêche le mari de les voir. En France, on appelle ça un enlèvement. Au Japon, on appelle ça un éloignement, pour vous dire qu'on n'est pas sur le même même schéma de pensée. Que le conjoint soit étranger ou non, ça n'a pas de rapport. C'est pareil aussi au sein de couples japonais. Et même si le père essaie de faire des démarches, de porter plainte, etc., rien dans la loi ne peut obliger une mère japonaise à partager la garde de son enfant. Elle peut même carrément empêcher toutes sortes de contacts si elle le veut. D'un point de vue de la loi, d'un point de vue de la police, ça c'est une affaire privée. Démerdez-vous. On m'a souvent posé la question, à titre personnel, étant donné que j'ai 3 enfants, de savoir si j'étais inquiet ou pas à ce sujet. Alors je vous dis tout de suite, je suis pas inquiet une seule seconde. Déjà, il faut arrêter de généraliser, hein. Toutes les japonaises ne sont pas dans cet état d'esprit de prendre des enfants et de s'enfuir. Et puis, il faut aussi avoir confiance dans son couple, hein. Sinon, pourquoi faire des enfants? Et je trouve même limite insultant qu'on puisse penser ça d'Akiko. Donc non, je ne suis pas je me sens pas concerné du tout par le problème. Pour autant, je trouve que la loi japonaise à ce sujet est absolument horrible et inhumaine. Enfin, personne ne devrait être interdit de voir ses enfants, ça c'est clair et net, mais ne sombrons pas non plus dans la parano, comme je vous l'ai dit, je ne me projette pas du tout dans cette situation. En tant qu'étranger au Japon, et je vais finir là-dessus, on a certainement plus de chances que les autres d'avoir des problèmes avec la justice. On a toujours ce sentiment, c'est vrai, qu'en cas de conflit, un étranger sera toujours moins pris au sérieux qu'un japonais. Par exemple, si on a un accident de voiture ou quelque chose comme ça, je dis pas que c'est ce qui va se passer dans 100% des cas, mais j'imagine que le premier réflexe de certains policiers, on va dire, ça va être de se dire que c'est le gaijin qui est en tort. Surtout si vous parlez pas japonais, surtout si vous ne connaissez pas les coutumes du pays, surtout si vous êtes un étranger qui n'est pas blanc. Le délit de faciès existe quand même au Japon dans une certaine mesure, et certains en font les frais. 俺ら別にトレッドヘアが悪いわけではない。悪いわけではないですけど、そういうトレッドヘア、おしゃれな方。で、結構薬物を持ってる方が私の経験上今まで多かった。そういうことです。Aussi, les étrangers ne connaissent pas forcément les lois et surtout les répercussions que peuvent avoir certaines infractions. La France, c'est très chill comparé à beaucoup de pays dans le monde. Certains se sont déjà retrouvés en détention par exemple à cause de possession de médicaments pour lesquels ils ont des ordonnances en France ou dans leur pays, mais qui au Japon sont illégaux. They arrested me at the airport for possession of Adderall, which of course is completely legal here and I'm prescribed for, but in Japan it is a Class A substance and I did not know that. Et bien sûr, il y a tous les petits délits comme le vol. Je vous ai dit que ça peut vous envoyer plusieurs jours, voire semaines en garde à vue et détention. Ça dépend surtout si la personne en face porte plainte ou pas. Les étrangers sont le plus souvent inquiétés pour, je pense, en 1, détention de stupéfiants, ensuite vol à l'étalage, bagarre, ça arrive assez régulièrement, des choses comme ça, partir sans payer, et aussi faire des graffitis. Il y en a beaucoup qui pensent que faire un graffiti, soit c'est autorisé, soit c'est pas très grave. C'est très grave au Japon. Dans tous les quartiers, même à Shibuya, il y a plein de graffitis. C'est interdit. Alors évidemment, c'est des choses qu'on ne devrait faire nulle part où c'est interdit, mais au Japon, ça va t'entraîner encore plus de problèmes qu'ailleurs. Et si tu es dans le pays sans visa de résidence, c'est-à-dire si tu n'habites pas ici, les autorités vont logiquement en déduire que tu peux très bien prendre le premier avion pour rentrer chez toi, et c'est là que pour qu'on évite que tu t'enfuis du pays, tu vas te retrouver des jours ou des semaines en garde à vue alors que toi t'as juste volé un truc à 1 euro dans un combini. Et comme un problème on entraîne souvent un autre, si après ce délai par exemple tu dépasses le délai de ton visa, tu vas aussi avoir des problèmes avec l'immigration, tu vas être détenu une seconde fois jusqu'à ton départ et ta déportation, tu vas peut-être être interdit de revenir sur le territoire. Bref, un tout petit truc peut entraîner des conséquences énormes. 5,6% des détenus au Japon sont des étrangers, c'est peu,
mais du coup ça arrive que les étrangers soient arrêtés et emprisonnés, et le plus souvent, je vais pas vous le cacher, c'est pour des problèmes de drogue qu'on se retrouve en prison. Donc ne venez pas en vacances au Japon avec votre stock de cannabis pour 3 mois, ça n'est pas une bonne idée. Dans tous les cas, si vous vous retrouvez en garde à vue, déjà demandez à ce qu'on prenne contact avec un avocat et avec l'ambassade de votre pays. Ils ne pourront pas vous aider beaucoup objectivement, mais au moins vous pourrez les rencontrer une fois et ils pourront vous conseiller, prévenir votre famille s'il vous faut quelque chose, de l'argent, etc. Je pense qu'ils pourront vous aider. Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas le contenu, et normalement vous avez droit à un interprète qui vous accompagne en cas de besoin, donc demandez un traducteur, un interprète, et surtout, règle numéro 1, restez poli et courtois, ne donnez pas à la police ou au procureur des raisons supplémentaires de vous garder. Dans tous les cas, et c'est la conclusion, quand vous êtes à l'étranger, ne jouez pas au con. Merci à tous d'être restés jusqu'ici, la prochaine vidéo sera totalement différente et incroyable, elle est déjà tournée. Je vous fais des bisous, bye.